Imaginez un port, pas n'importe lequel, l'un des plus grands nœuds de commerce maritime du monde, où chaque heure, des milliards de dollars de marchandises changent de main dans le bruit sourd des grues et le cri des mouettes. Maintenant, imaginez ce même port silencieux, les grues immobiles, les containers empilés comme des briques dans un mur qui montent vers le ciel brumeux de l'aube, et des navires qui font des cercles lents, à la limite du chenal d'entrée, sans se décider à s'amarrer. Pas de crise visible, pas d'accident, pas de tempête, juste une attente. Et à l'intérieur de ces containers, pas des vêtements, pas de la nourriture, pas des jouets, des puces électroniques, des millions de circuits intégrés, chacun plus petit qu'un ongle humain, chacun capable de traiter des milliards d'opérations par seconde. Et pourtant, ils n'avancent pas, ils attendent, dans le brouillard gris du matin. Ce n'est pas une métaphore, c'est ce qui s'est passé, discrètement, sans conférence de presse, sans déclaration fracassante, sans ligne rouge dans les fils d'actualité. Et derrière cette image de container immobile se cache un basculement dont personne ne mesure encore vraiment toutes les conséquences. En l'espace d'une seule année, la Chine a effacé 69 milliards de dollars d'importation de semi-conducteurs étrangers. Pas progressivement, pas en douceur, pas à cause d'une récession intérieure ou d'une crise financière, en un mouvement délibéré, comme si quelqu'un avait décidé, dans un bureau feutré quelque part à Pékin, de tirer sur un câble qui alimentait une partie du monde entier. Mais avant d'expliquer ce qui s'est passé et pourquoi, il faut comprendre ce que ça représente réellement dans sa brutalité concrète. Parce que 69 milliards, c'est un chiffre, et les chiffres, souvent, endorment. Alors voilà, 69 milliards de dollars, c'est à peu près le budget annuel de plusieurs pays européens de taille moyenne. C'est la valeur marchande combinée de certaines des plus grandes entreprises technologiques du monde. C'est l'équivalent de centaines de milliers d'emplois dans le secteur des semi-conducteurs à travers la planète. Et ça a disparu des carnets de commandes en 12 mois, sans crise visible du côté chinois. Sans catastrophe intérieure, avec une économie qui continuait à tourner, des usines qui continuaient à produire, une demande intérieure en électronique qui ne faiblissait pas. Alors la question qui s'impose n'est pas « qu'est-ce qui s'est effondré ?», mais « qu'est-ce qui a été décidé ?» Parce que ce n'est pas un accident, ce n'est pas un cycle, c'est une rupture, et elle a été choisie. Pour comprendre ce choix, il faut remonter à l'automne 2022. À cette époque, Washington franchit un seuil que peu d'observateurs avaient anticipé avec une telle radicalité et une telle vitesse. Les États-Unis imposent les restrictions à l'exportation les plus sévères de l'histoire récente dans le domaine des technologies avancées. Désormais, les puces de haute performance ne peuvent plus être vendues à la Chine. Les machines servant à les fabriquer non plus. Les équipements de lithographie ultra fine, ces outils nécessaires pour graver des circuits à l'échelle du nanomètre, des dimensions que l'œil humain ne peut même pas imaginer, sont bloqués. L'accès est coupé. Officiellement, au nom de la sécurité nationale. Officieusement, et c'est là que ça devient intéressant, il s'agit d'autre chose, d'une peur très précise. La peur que Pékin, avec ses investissements massifs dans l'intelligence artificielle, les supercalculateurs et les systèmes d'armes de nouvelle génération, soit en train de combler trop vite un écart technologique que l'Occident croyait structurel et durable. La peur qu'un jour, dans un avenir que certains estimaient moins lointain que prévu, cet écart disparaisse entièrement. Le calcul américain semblait simple sur le papier. Couper l'accès aux composants critiques, c'est geler le développement. Si la Chine ne peut pas se procurer les puces dont elle a besoin pour ses ambitions les plus avancées, elle ne peut pas avancer. Et si elle ne peut pas avancer, la hiérarchie technologique mondiale reste en place. C'est une logique qui a du sens, sauf qu'elle reposait sur une hypothèse fondamentale qui s'est révélée incorrecte, que Pékin resterait dans une posture d'attente et de dépendance passive. Ce qui s'est passé ensuite, c'est presque l'inverse exact de ce que Washington avait prévu. Les entreprises chinoises ont commencé à reconstruire leur chaîne d'approvisionnement en urgence. Elles ont constitué des stocks stratégiques massifs, cherché des voies d'approvisionnement alternatives à travers des pays tiers, et surtout, elles ont injecté des sommes considérables dans la recherche et développement intérieur, avec une vitesse et une détermination que peu d'observateurs extérieurs avaient anticipées. La pression qui devait bloquer le progrès l'a accéléré. La privation qui devait créer un retard a créé une urgence. Et l'urgence, historiquement, génère des solutions que le confort ne produit jamais. C'est peut-être le retournement le plus ironique de cette décennie technologique. En voulant freiner la Chine, Washington a peut-être allumé précisément le moteur qu'il cherchait à éteindre. Et maintenant, les chiffres racontent une histoire qui ne ressemble pas à celle que les stratèges américains espéraient. La baisse de 69 milliards n'est pas un signe de faiblesse économique. Elle ressemble de plus en plus à une décision stratégique de substitution progressive et délibérée. Pendant que les importations chutent, la production intérieure de semi-conducteurs en Chine augmente de près de 15%, dépassant les 350 milliards d'unités produites sur le territoire national. Certes, une grande partie de ces puces sont des circuits de génération moins avancés, destinés aux voitures, à l'électroménager, aux équipements industriels et aux infrastructures télécoms.
Mais ne sous-estimez pas ce segment. Ces puces-là ne font pas la une des conférences technologiques mondiales. Elles ne figurent pas dans les présentations d'investisseurs qui font rêver. Mais elles forment le squelette silencieux de l'économie moderne. Contrôler leur production, c'est contrôler la logistique, les réseaux électriques, les chaînes de transport, la production industrielle de masse. Et dans ce domaine précis, les sanctions occidentales sont presque sans effet. Il faut s'arrêter un instant sur quelque chose que les analyses de court terme peinent à saisir. Ce n'est pas seulement une bataille de composants, c'est une bataille de perception du risque. Et ce changement de perception, à lui seul, a des implications qui vont bien au-delà des statistiques d'importation. Pendant 2 décennies, la dépendance de la Chine aux semi-conducteurs étrangers était perçue en interne comme une simple question d'efficacité économique rationnelle. Pourquoi construire ce qu'on peut acheter moins cher et plus rapidement ailleurs? Pourquoi investir des années et des trillions dans une technologie déjà maîtrisée par d'autres? Cette logique fonctionnait dans un monde où le commerce international était relativement préservé des vents de la géopolitique. Un monde où les décisions d'achat étaient guidées par les prix et les performances, pas par les alliances militaires et les tensions diplomatiques. Mais ce monde-là n'existe plus. Et c'est précisément ce changement de réalité qui a transformé le regard de Pékin sur ses propres vulnérabilités de façon fondamentale et peut-être irréversible. Aujourd'hui, cette dépendance n'est plus vécue comme un avantage économique pragmatique. C'est une cible, une fragilité exposée. Un bouton que quelqu'un d'autre pourrait appuyer au mauvais moment, dans des circonstances où la Chine ne pourrait pas contrôler les conséquences. Et c'est cette prise de conscience, bien plus que les chiffres bruts d'importation, qui explique ce qui est en train de se produire, à une échelle que les bilans trimestriels des entreprises ne capturent pas encore. Si vous voulez comprendre ce qui se joue vraiment derrière les chiffres secs et les communiqués officiels, abonnez-vous et laissez un like. Ce genre d'analyse prend du temps, et votre soutien permet de continuer à creuser là où la plupart des regards ne s'attardent pas. À l'intérieur de la Chine, quelque chose de moins visible mais tout aussi important est en train de se recomposer. Des banques réorientent silencieusement leurs priorités de crédit vers les secteurs technologiques considérés comme stratégiques. Des gouvernements régionaux se disputent activement le droit d'accueillir de nouvelles usines de semi-conducteurs, offrant des terrains, des exonérations fiscales, des subventions directes. Des universités restructurent en accéléré leurs programmes de formation pour alimenter en diplômés les industries de la microélectronique, de la physique appliquée, de la science des matériaux. Ce n'est pas un projet unique piloté depuis un centre de décision unique. C'est une constellation d'initiatives parallèles, parfois redondantes, parfois concurrentes entre elles, mais qui convergent toutes dans la même direction, avec une conviction partagée. Il faut pouvoir exister technologiquement seul, si les circonstances l'exigent. Des erreurs seront inévitables dans ce processus. Des usines se révéleront moins efficaces que prévu. Des start-up prometteuses disparaîtront. Des milliards seront investis dans des directions qui ne mèneront nulle part. Mais la logique sous-jacente est brutalement pragmatique, comme elle l'a toujours été dans les grandes mobilisations technologiques de l'histoire. Si 10 projets échouent, mais qu'un seul aboutit à une percée critique, le résultat net reste positif. Ce n'est pas de l'optimisme naïf, c'est du calcul de long terme dans sa forme la plus pure. Et pendant ce temps, à l'autre bout de la chaîne mondiale d'approvisionnement, les fournisseurs étrangers commencent à mesurer dans leur bilan financier ce que cette transformation implique concrètement pour eux. Des entreprises taïwanaises, coréennes, européennes, américaines voient leurs revenus en provenance de Chine s'effondrer de dizaines de points de pourcentage en quelques mois seulement. Ce n'est pas une évolution progressive qu'on peut lisser dans un rapport annuel, c'est un choc. Et ce choc oblige à des choix difficiles et rapides. Trouver de nouveaux marchés de substitution en urgence, revoir des plans d'investissement construits sur des années de croissance continue, réduire des effectifs qui avaient été embauchés en prévision de débouchés qui ne reviendront peut-être pas. Et tout cela en restant malgré tout dépendant des décisions politiques de Pékin, pour savoir si les volumes reviendront ou non, et dans quelles conditions. Il y a un paradoxe au cœur de tout cela qu'il serait trop simple d'ignorer. Pékin défend publiquement, et avec insistance, sa trajectoire vers l'autonomie technologique totale. La fabrication nationale de semi-conducteurs est présentée comme un pilier central de la stratégie nationale. Les discours officiels évoquent l'indépendance, la résilience, la souveraineté technologique. Et en même temps, en coulisses, des négociations se poursuivent pour obtenir des exemptions sur certaines catégories spécifiques de puces, notamment les mémoires haute vitesse, critiques pour les systèmes d'intelligence artificielle les plus avancés. Autosuffisance revendiquée et demande d'exemption ciblée dans la même semaine. C'est une contradiction apparente. Mais peut-être que c'est précisément là que réside la véritable stratégie. Maintenir l'adversaire dans une incertitude permanente sur les vraies intentions. Ne jamais fermer définitivement une porte,
Garder plusieurs options ouvertes simultanément pour maximiser la flexibilité de négociation à chaque instant. D'ailleurs, les données les plus récentes montrent quelque chose qui devrait attirer l'attention de quiconque pensait que la chute des importations était un mouvement irréversible à sens unique. Après le creux record, les importations chinoises de semi-conducteurs ont rebondi de plus de 10% en glissement annuel. Les volumes de circuits intégrés ont augmenté de près de 15% sur la même période. Ce n'est pas le comportement d'une économie qui coupe définitivement et irrémédiablement les ponts avec ses fournisseurs extérieurs. C'est le comportement d'un acteur qui sait doser précisément ses entrées et sorties du marché pour maximiser son pouvoir de négociation à chaque instant. Les containers recommencent à bouger. Mais ce qui est dedans, à quel prix, dans quelle proportion et selon quelles conditions d'accès, tout cela a changé. Et ces changements-là, même s'ils semblent purement techniques, redistribuent du pouvoir. Pour les fournisseurs mondiaux, cette politique se traduit par une forme de thérapie de choc permanente. Un seul coup de volant décidé à Pékin peut faire plonger des résultats financiers qui semblaient robustes il y a 6 mois. Et cette imprévisibilité n'est pas un dommage collatéral. C'est en elle-même un instrument de pression. Pas besoin de négociations formelles, ni de déclarations officielles menaçantes. Il suffit de laisser les marchés dans l'incertitude sur ce qui va se passer, et les acteurs économiques ajustent d'eux-mêmes leur comportement, leurs contrats, leur stratégie en conséquence. Mais les dépendances critiques ne disparaissent pas si facilement. Les machines les plus avancées du monde pour la fabrication de semi-conducteurs de pointe, les outils de mesure les plus précis, les systèmes logiciels les plus sophistiqués pour la conception de puces, tout cela reste encore concentré à l'extérieur de la Chine. C'est là que se situe encore la vulnérabilité structurelle la plus profonde. Mais là aussi, Pékin agit avec une détermination que les observateurs extérieurs ont souvent du mal à apprécier à sa juste mesure. En investissant massivement dans des alternatives, même imparfaites pour l'instant, parce que dans un jeu long, ce qui compte n'est pas seulement l'excellence du moment présent, mais la capacité à fonctionner sans autrui quand la situation l'exige. La bataille pour les logiciels de conception de puces est peut-être l'un des fronts les moins visibles de cette guerre technologique, mais aussi l'un des plus décisifs sur le long terme. Ces systèmes d'automatisation de la conception électronique sont la condition préalable absolue à tout développement de semi-conducteurs avancés. Sans eux, on peut avoir les usines, les matériaux et les ouvriers qualifiés, mais la conception elle-même est paralysée. Aujourd'hui, quelques entreprises américaines et européennes dominent ce marché de façon quasi totale, et les investissements chinois dans ce domaine s'accélèrent de façon spectaculaire. Des budgets de recherche doublent en quelques années, des écosystèmes entiers se construisent autour de développeurs locaux, financés en grande partie par l'État. Si ce verrou venait à sauter, si la Chine parvenait à développer des outils de conception suffisamment capables, d'abord pour les usages les plus courants, puis progressivement pour des applications de plus en plus avancées, les règles du jeu changeraient d'une façon que beaucoup n'ont pas encore intégrée dans leur scénario de planification. Il y a aussi une dimension humaine dans cette histoire, plus discrète que les statistiques, mais potentiellement tout aussi déterminante sur la durée. Ces dernières années, des entreprises chinoises ont recruté en toute discrétion des ingénieurs et des cadres de haut niveau en provenance des plus grandes multinationales technologiques mondiales. Des spécialistes en lithographie avancée, en conception d'architecture de processeurs, en métrologie des semi-conducteurs. Chaque départ de ce type n'est pas seulement le recrutement d'un individu, c'est le transfert d'un fragment de mémoire institutionnelle, une façon de penser, une expérience accumulée sur des années, une connaissance des méthodes qui ont fonctionné et de celles qui ont échoué. Ce processus est lent, il n'est pas immédiatement visible dans les chiffres de production, mais il s'accumule, mois après mois, et chaque mois, il réduit un peu plus, un écart technologique que l'on croyait, il y a encore peu de temps, pratiquement impossible à combler en moins d'une génération. Regardons maintenant ce qui se passe dans les régions qui ne sont pas directement au premier plan de ce conflit, mais qui en ressentent les ondes de choc avec une intensité croissante. L'Europe se trouve dans une position particulièrement inconfortable. Des entreprises de premier plan, néerlandaises, allemandes, françaises, se retrouvent prises en tenaille entre la pression de Washington, qui exige une restriction toujours plus stricte des exportations technologiques vers la Chine, et la réalité économique d'un marché chinois qui représente une part significative de leur chiffre d'affaires annuel. Perdre ce client n'est pas un risque abstrait, inscrit dans un rapport de gestion des risques destiné à être lu puis rangé. C'est une menace concrète pour des emplois réels, des lignes de production qui tournent, des programmes de recherche entiers. Et chaque nouveau paquet de sanctions rend ce choix plus douloureux, sans pour autant le rendre plus simple. L'Asie du Sud-Est se trouve dans une situation différente, mais tout aussi complexe. Des usines au Vietnam, en Malaisie, en Thaïlande,
commencent à ressentir une pression qui n'est pas venue directement de cette guerre technologique, mais par ricochet, comme une vague déplacée par une tempête lointaine. Le retrait chinois des marchés d'importation crée des surplus chez certains fournisseurs, fait baisser les prix dans certains segments, intensifie la concurrence sur les marchés tiers, où tout le monde cherche de nouveaux débouchés simultanément. Et certains de ces États se retrouvent pris en étau, économiquement dépendants des deux grandes puissances en même temps, sans avoir voix au chapitre dans la réécriture des règles du jeu qui s'opèrent sous leurs pieds. Et c'est là que la dimension de cette histoire dépasse largement le seul secteur des semi-conducteurs, pour toucher à quelque chose de plus fondamental sur l'organisation du monde qui vient. La question de fond n'est pas de savoir qui fabrique les meilleures puces à un instant donné, c'est de savoir qui contrôle le rythme du futur technologique mondial, qui décide quelles technologies sont accessibles, à qui, en quelle quantité, et selon quelles conditions politiques et économiques. Et cette question traverse tout ce qui compte dans le siècle qui s'ouvre. L'intelligence artificielle, les systèmes militaires autonomes, la médecine de précision, la gestion des réseaux énergétiques, les infrastructures de communication critiques. Tout cela repose, en dernière instance, sur des circuits intégrés. Et celui qui tient ces circuits tient une clé sans laquelle les portes du XXIe siècle ne s'ouvrent pas réellement. Les États-Unis comprennent cela, la Chine aussi. Et c'est précisément parce que les deux camps le comprennent que ni l'un ni l'autre ne peut se permettre un geste final et définitif. Les interdépendances économiques et technologiques sont trop profondes pour permettre un découplage brutal sans douleur des deux côtés. Alors on assiste à quelque chose de plus étrange, de plus subtil, mais aussi de plus durable, une guerre lente, une guerre de position, où chaque décision est calculée sur des années, parfois sur des décennies, où les gestes publics et spectaculaires masquent souvent des arrangements silencieux et pragmatiques, où les communiqués officiels disent rarement exactement ce qui se passe dans les salles de réunion aux vitres opaques. Il se forme aussi, sous nos yeux mais sans titre de presse pour l'annoncer clairement, une nouvelle cartographie des alliances technologiques mondiales. Des pays qui, jusqu'ici, s'alignaient sans ambiguïté sur un seul centre de gravité, commencent à explorer d'autres trajectoires. Certains veulent se positionner comme des hubs neutres dans la chaîne d'approvisionnement mondiale. D'autres cherchent à jouer le rôle d'intermédiaire technologique, en acceptant les composants des deux camps et en les assemblant d'une façon qui atténue les frictions géopolitiques. D'autres encore misent sur leur attractivité pour attirer des investissements dans leur propre capacité de production, en offrant une alternative géographique aux deux géants. Le monde ne se divise pas proprement en deux blocs hermétiques. Il se fragmente en une mosaïque complexe d'intérêts, où chacun cherche sa niche entre des forces qui le dépassent. Et cette fragmentation rend le système à la fois plus imprévisible et plus difficile à contrôler, même pour ceux qui ont commencé à le façonner. Écrivez en commentaire où, selon vous, tout cela va mener. Et abonnez-vous. À partir d'ici, ça ne fait que devenir plus sérieux. Il y a encore une dimension dont on parle peu, mais qui pourrait se révéler décisive dans la perspective des prochaines années. C'est le changement de rapport au temps dans cette compétition. Pendant longtemps, les cycles technologiques se mesuraient à la vitesse des innovations. Qui passait le premier au nœud technologique suivant, qui sortait le produit le plus performant, qui attirait les meilleurs talents avec les salaires les plus élevés. La vitesse était l'unité de mesure centrale, presque la seule qui comptait vraiment. Ce qui se joue maintenant introduit une autre unité de mesure, moins glamour, mais peut-être plus décisive, l'endurance. La capacité à fonctionner sous contraintes prolongées, à maintenir une trajectoire dans la durée malgré les restrictions, les pénuries, les incertitudes, les revers. Et dans cette mesure-là, le modèle que Pékin a choisi dispose d'atouts que les benchmarks technologiques traditionnels ne savent pas évaluer correctement. La dimension générationnelle vient renforcer ce point de façon troublante pour quiconque pense à ce que sera le secteur dans 15 ou 20 ans. Les jeunes ingénieurs et chercheurs qui entrent aujourd'hui dans le secteur des semi-conducteurs en Chine ne connaissent pas le monde d'avant les restrictions. Pour eux, travailler dans un environnement technologique contraint n'est pas un choc ou une régression par rapport à une norme meilleure qu'ils auraient connue. C'est simplement la réalité dans laquelle ils ont été formés. Ils n'ont pas de nostalgie d'un accès fluide aux technologies étrangères les plus avancées. Ils ont appris à résoudre des problèmes autrement, à trouver des voies de contournement créatives, à adapter des architectures connues à des contraintes inédites. Et l'histoire longue des technologies nous a montré, à plusieurs reprises et dans des contextes très différents, que les grandes révolutions ne viennent pas toujours de la solution la plus sophistiquée. Elles viennent souvent de la solution la plus robuste, la plus adaptable, celle qui survit et s'améliore là où les autres se figent. Les investisseurs mondiaux sentent ce changement sous leurs pieds, sans toujours savoir comment le prendre en compte dans leur modèle. Certains sortent du secteur, le jugeant trop politisé et trop imprévisible pour des prises de position de long terme sereines. D'autres y voient précisément une opportunité rare.
Si les règles du jeu changent aussi profondément, alors les anciens champions ne sont plus garantis de garder leur position. Et les nouveaux champions pourraient émerger de là où on ne les attendait pas il y a encore 5 ans. C'est ce genre de moment charnière où les grandes fortunes se construisent et où les certitudes établies disparaissent. Il y a une question que tout le monde dans ce secteur essaie de ne pas poser trop fort, par prudence ou par peur de la réponse. Et si la politique actuelle de restriction, conçue comme un levier de pression à court terme visant à ralentir l'adversaire, était en train de produire exactement l'opposé de son effet escompté sur le long terme? Et si chaque nouveau tour de vis, au lieu d'affaiblir durablement la capacité technologique chinoise, accélérait un peu plus la construction d'un écosystème alternatif qui, une fois à maturité, n'aurait plus besoin des centres technologiques traditionnels et ne serait plus intéressé par leur coopération? Ce scénario n'est pas une certitude, mais il n'est pas non plus une chimère de stratèges pessimistes. Et dans certains bureaux à Washington, dans des think tanks discrets et dans les sièges sociaux des grandes corporations, des personnes très sérieuses posent cette question très sérieusement depuis quelque temps déjà. Ce que nous observons aujourd'hui, ces fluctuations de chiffres d'importation, ces annonces d'investissement dans de nouvelles usines, ces nouvelles restrictions et ces négociations d'exemption qui se succèdent, tout cela, pris ensemble, ressemble moins à un bras de fer qui se résoudra prochainement dans une direction ou dans l'autre qu'à l'architecture d'une réalité nouvelle qui se solidifie progressivement. Des décisions prises maintenant dans des laboratoires peu médiatisés et des salles de conseil d'administration à huis clos définiront dans quel monde nous vivrons dans 10 ou 20 ans. Non pas de façon spectaculaire, non pas avec un événement unique que tous les journaux couvriront, mais de façon lente, continue et finalement durable. Et peut-être que la vraie leçon de tout cela, celle qui dépasse largement le secteur des semi-conducteurs pour toucher à la structure profonde du monde contemporain, c'est que nous avons assisté, sans vraiment nous en rendre compte, à la fin d'un modèle. Pendant des décennies, on a cru, et on a agi sur la croyance, que l'économie et la géopolitique évoluaient sur 2 niveaux séparés, que la mondialisation avait créé un espace où les flux commerciaux obéissaient à leur propre rationalité, indépendante des frontières et des tensions entre États, que la technologie était un bien universel qui circulait vers les marchés les plus efficaces, indépendamment des drapeaux. Ce modèle est terminé. Pas officiellement, pas avec une cérémonie de clôture, mais la façon dont les semi-conducteurs sont désormais traités partout dans le monde, comme un actif stratégique souverain, au même titre qu'une armée ou une source d'énergie nationale, marque la fin de cette illusion avec une clarté que nul ne peut honnêtement nier. Et ce qui rend cette fin si difficile à accepter pour beaucoup d'acteurs économiques, c'est précisément qu'elle n'est pas venue d'une rupture soudaine et identifiable. Elle est venue d'une accumulation de décisions qui, prises une par une, semblaient chacune raisonnables et justifiées. Une restriction ajoutée ici, un investissement alternatif lancé là, une reconfiguration de chaînes logistiques effectuée par précaution, un ingénieur qui change d'employeur, un cargo qui prend une nouvelle route, des milliers de micro-ajustements qui, ensemble, sur plusieurs années, dessinent un monde structurellement différent du précédent. Les containers dans les ports vont recommencer à bouger, les grues vont se remettre en marche, les statistiques trimestrielles vont continuer à montrer des reprises et des nouvelles contractions, que les analystes interpréteront selon leurs convictions du moment. Mais sous cette surface, en apparence normale, quelque chose de bien plus profond est en train de se figer en place. Une nouvelle architecture de qui peut faire quoi, avec quoi, pour qui, et selon les règles décidées par qui. Une architecture qui, une fois établie et intégrée dans les investissements, les formations, les institutions et les habitudes de toute une génération d'acteurs économiques et politiques, ne se défait pas facilement. Elle définit des décennies. Ce qui se joue autour des semi-conducteurs n'est pas une histoire technique réservée aux ingénieurs et aux analystes financiers spécialisés. C'est une histoire qui touchera chaque aspect de la vie quotidienne dans les années qui viennent. Le prix de vos prochains appareils électroniques, la disponibilité des équipements médicaux dans vos hôpitaux, la fiabilité des infrastructures qui gèrent l'électricité et les communications dans vos villes, la sécurité des systèmes sur lesquels vos gouvernements s'appuient pour fonctionner et décider. Tout cela est en train d'être redessiné. Maintenant, silencieusement, à une échelle que peu de gens perçoivent clairement depuis leur vie quotidienne. Nous sommes au milieu d'un processus dont nous ne voyons pas encore la fin, et le coup principal n'a peut-être pas encore été joué.